Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Peu d'avocats d'origine congolaise au sein de la Cour d'arbitrage internationale. Pour pallier à ce manque, l'Ordre national des avocats de la République démocratique du Congo propose une formation avec le soutien de l'Union internationale des avocats. Au Nigeria, l'application Hello Tractor vient en aide aux petits exploitants. La start-up leur propose de louer des tracteurs, très souvent hors de prix pour beaucoup d'agriculteurs. Et enfin, retour de 76 réfugiés éthiopiens dans leur pays d'origine. Décision en partie motivée par l'impact des récentes réformes politiques et économiques en cours en Éthiopie. En République démocratique du Congo, des observateurs notent le manque d'avocats d'origine congolaise au sein de la Cour d'arbitrage internationale. Face à ce déficit, l'Ordre des avocats du pays, avec le soutien de l'Union internationale des avocats, propose des formations sur l'arbitrage commercial international. Objectif, fournir aux participants une expérience pratique et une compréhension de la procédure d'arbitrage lors de sessions interactives. Un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est un déficit criant des avocats et magistrats congolais dans les instances d'arbitrage international que notent les observateurs. En conséquence, la majorité des contentieux soumis à la Cour d'arbitrage international est prise en charge par des défenseurs expatriés. Une situation qui préoccupe l'Ordre des avocats congolais et l'Union internationale des avocats. Effectivement, on en compte quand même très peu, même si nous avons une activité aujourd'hui intense au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, car en effet, le contentieux porté par la RDC devient lourd, et donc il est nécessaire que les avocats soient de plus en plus outillés, à la fois pour manier les instruments CCGA, mais également pour manier le règlement de procédure CCI. Les dossiers soumis à l'arbitrage international concernent souvent des pays en conflit sur un contentieux, mais aussi des grandes entreprises. Ce sont des enjeux financiers très importants qui nécessitent une expertise avérée de la part des arbitres, des avocats des parties en conflit et même des témoins. Régler les litiges d'investissement, c'est sur des montants très importants. C'est 1 million et quelquefois 1 milliard de dollars. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de très outillé, de bien formé et connaissant la matière, vous pouvez rendre des sentences, des décisions qui vont être après réduites à néant par le fait des recours. Notons par ailleurs que, dans le but de faire des avocats congolais les défenseurs des contentieux au niveau de la Cour d'arbitrage international, une soixantaine d'entre eux ont été formés à Kinshasa le 20 février 2020. Une initiative qui doit se poursuivre pour le renforcement de leurs capacités en la matière. L'Afrique subsaharienne pourrait être exposée à un choc financier. C'est ce qu'indique l'agence de notation Moody's dans un rapport publié le 18 février dernier. Depuis 2012, l'Afrique subsaharienne est la région où la charge de la dette publique a le plus augmenté, passant en moyenne de 27% du PIB à 52%. Les précisions de Ange Bijou-Nomenio. L'agence de notation Moody's prévient. L'Afrique subsaharienne court un grand risque financier. Le niveau de la dette continue de grimper et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Depuis 2012, elle est passée de 27% à 52% du produit intérieur brut. On constate que les emprunts sont de plus en plus soumis à des conditions non concessionnelles, les emprunts extérieurs. Parce que pour autant, il y a beaucoup de besoins en financement. Pour autant, ceux qui disposent de ces fonds durcissent un peu les conditions. Et ce qui amène plusieurs pays à chercher à se tourner vers les marchés financiers internationaux, s'exposant ainsi d'abord à la volatilité des marchés financiers et surtout à des chocs comme ceux que nous avons connus tout dernièrement, le choc pétrolier, la chute des cours du pétrole qui diminue les ressources et aussi les chocs sécuritaires. L'explosion des eurobonds a fortement boosté le niveau de la dette. De 2010 à 2019, plus de 16 milliards de dollars ont été collectés dans le cadre de cette obligation. À cette situation s'ajoute une dette chinoise qui demeure importante. Il faudrait que les États essayent de voir dans quelle mesure elles doivent travailler avec beaucoup de discernement, essayer de trouver la bonne dette, parce que la nature de la dette est aussi déterminante. Donc, les États ont besoin de financement. La dette est nécessaire pour financer les projets, mais il faudrait qu'on fasse très attention parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de problèmes, parce que ces dettes-là
ont beaucoup d'embûches. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont fait le même constat que Moody's. Les émissions de dette souveraine ont fortement progressé depuis 2018. La baisse des revenus fiscaux et la chute des cours de matières premières ont forcé plusieurs gouvernements à revoir leurs objectifs d'endettement à la hausse. 5% du soutien financier accordé par la Banque mondiale finirait dans des paradis fiscaux. C'est ce qu'illustre un rapport coécrit par des experts de l'institution Bretton Woods. Plusieurs transactions financières ont été analysées entre 1990 et 2010. Parmi elles, les auteurs démontrent qu'au cours d'un trimestre où un pays recevait une aide équivalente à 1% du PIB, ses dépôts dans les paradis fiscaux augmentaient de 3,4% par rapport à un pays ne bénéficiant d'aucune aide. L'analyse d'Aïssatou Bari. 5% de l'aide au développement accordée par la Banque mondiale au pays finit dans les paradis fiscaux. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par des experts de la Banque mondiale qui vient ternir l'image de l'institution. Le dit rapport estime le taux de fuite moyen à environ 7,5% de l'aide. Une part qui grimpe à 15% si l'aide représente au moins 3% du produit intérieur brut. La grande affirmation selon laquelle l'aide au développement réduit la pauvreté et contribue au développement d'un pays en injectant des ressources financières dans l'économie africaine et en stimulant la croissance par exemple, elle est en fait fausse. Le développement humain qui devrait s'en suivre, en fait, ne progresse guère. En tout cas pas grâce à l'aide au développement, qui crée de la dépendance. L'octroi de financement de la Banque mondiale en faveur de pays tels que le Burundi ou l'Érythrée correspondait à une hausse des transferts vers des pays comme la Suisse ou le Luxembourg. Les dépôts moyens dans les paradis fiscaux vont de 4 millions de dollars pour Sao Tomé et Principe à près de 200 millions de dollars pour Madagascar. La problématique de l'aide au développement et des crédits octroyés par les institutions financières internationales tels que le groupe de la Banque mondiale font régulièrement l'objet de critiques. Alors quand certains viennent donner des leçons à l'Afrique, je crois qu'il faut savoir raison garder. La raison est que les institutions formant la Banque mondiale refusent systématiquement qu'une évaluation a posteriori des projets se fasse. Si les révélations du nouveau rapport sont assez gênantes pour la Banque mondiale, il faut noter que ce n'est pas la première fois que l'aide au développement de l'institution fait l'objet de soupçons de détournement ou d'utilisation douteuse. En 2015 déjà, un rapport produit par plusieurs ONG, dont Oxfam, dénonçait le manque de suivi des financements accordés par la Société financière internationale. Bonne performance économique pour le Bénin en 2019. Le taux de croissance du pays est estimé à 6,7% contre 6% en 2018. Une hausse qui s'explique notamment par le boom de la production cotonnière. Des résultats positifs qui ne peuvent cependant pas assurer la stabilité économique du pays sur le long terme. Le Bénin doit donc penser à diversifier son économie. Ange Bijouno-Megno. Le programme d'action du gouvernement béninois semble avoir donné de bons résultats au Bénin. Selon le Fonds monétaire international, le taux de croissance est évalué à 6,7%, les investissements soutenus et la dette maîtrisée. Les recettes fiscales rentrent mieux et le déficit budgétaire est contenu sous le plafond des 3% du produit intérieur brut fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Des données ont été livrées prouvant bien entendu que le Bénin a connu une croissance sur le plan économique, mais en réalité ce sont des données macroéconomiques. Quand vous êtes dans un pays où l'emploi devient précaire, où les entreprises ferment, ce sont des sociétés qui sont désignées au regard des modifications intervenues de la loi, je parle bien entendu du partenariat public-privé. La croissance économique du Bénin s'explique également par le boom de la production cotonnière, la hausse des recettes portuaires et le dynamisme de la construction. Si les résultats obtenus jusque-là sont probants, ils ne garantissent pas pour autant une pérennité dans le temps. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Comment la richesse se redistribue? Quand on focalise l'attention bien entendu sur les actes en direction des couches les plus basses, on peut vous dire qu'on a sorti un certain nombre de milliards pour impacter la population pauvre. Mais cette population pauvre impactée, quel est l'effectif? Les perspectives de l'économie du Bénin sont favorables, avec un taux de croissance du produit intérieur brut projeté à 6,6% en 2021. Elle demeure toutefois caractérisée par une faible productivité et la prédominance du secteur informel qui renforce les déséquilibres structurels et creuse l'écart entre la croissance effective et la croissance potentielle.
Alors que la population de l'Afrique subsaharienne continue de croître, de nombreux exploitants veulent augmenter leur production, mais les défis restent nombreux. Le matériel est cher et le financement hors de portée. C'est là que Hello Tractor entre en scène, une application permettant aux petits exploitants de louer des tracteurs. Gladys Mwamba. L'Afrique fait un pas de plus vers l'agtech, comprenez agriculture technologique avec la start-up Hello Tractor, une application mobile de géolocalisation lancée au Nigeria en 2014 qui permet aux propriétaires de louer leurs tracteurs aux agriculteurs qui en ont besoin, l'objectif étant de répondre au déficit d'outils mécanisés sur le continent grâce à des véhicules automoteurs intelligents. Cet appareil est équipé d'un système GPS intégré qui lui permet de voir où se trouve son tracteur à tout moment et lui permet également de voir si le tracteur est actif ou en mouvement ou si c'est arrêté et la quantité de travail qu'il a effectué à la fin de la journée pour chaque tâche qu'il a effectuée. L'agriculture représente environ un quart de la production économique de l'Afrique et compte 70% des emplois. Pourtant, ces rendements agricoles sont 2 fois moins élevés que la moyenne mondiale en raison du déficit de mécanisation dû à un manque de finances. Les agriculteurs étant souvent considérés comme des personnes à haut risque par les banques, ce qui explique qu'en dehors de l'Afrique du Sud, environ 80% des terres cultivées sur le continent le sont encore à la main. La moyenne mondiale est de 200 tracteurs pour 100 km² de terres agricoles arables. L'Afrique est une moyenne d'environ 8 tracteurs pour 100 km². Le Nigeria, à lui tout seul, a besoin de 750 000 tracteurs pour être dans la moyenne mondiale. Donc, là où le monde se trouve actuellement en termes de vente de tracteurs, il y a une énorme opportunité pour que Hello Tractor soutienne cette clientèle. La nouvelle technologie proposée par la start-up Hello Tractor touche pour l'instant les petits exploitants du Nigeria et du Kenya pour labourer, planter ou récolter. L'entreprise prévoit de développer ces dispositifs à travers le reste de l'Afrique au cours du second semestre 2020, la productivité étant une nécessité pour le continent qui devrait voir sa population doubler d'ici 50 ans. C'est un retour à la maison qui se dessine pour 76 Éthiopiens. Ils ont vécu dans le camp de Kakuma, au Kenya. Décision en partie motivée par l'impact des récentes réformes politiques et économiques en cours en Éthiopie. Cette année, environ 4000 réfugiés devraient suivre ce mouvement. Ibayako. Les yeux rivés sur cet avion qui atterrit en face du camp de Kakuma au Kenya. Pour ces 76 réfugiés éthiopiens, c'est un retour à la patrie qui se concrétise. La joie se lit sur leurs visages puisqu'ils retrouveront dans quelques heures leur famille après plusieurs années d'exil. Il s'agit du premier grand programme de rapatriement volontaire de réfugiés éthiopiens dans le pays. Plus de la moitié des participants au programme sont des femmes et des jeunes filles. Certaines sont même nées ici à Kakuma. Je suis venue ici en 2009. J'étais très jeune. Je ne savais ni écrire ni lire. C'est pour cela que je suis venue ici, au Kenya. Même le Kenya était bon pour nous. Je ne peux donc pas oublier le Kenya, mais je rentre chez moi. Ce mouvement, soutenu par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et les gouvernements éthiopiens et kenyans, s'inscrit dans la tendance accrue de milliers de réfugiés éthiopiens de la région qui choisissent dorénavant de rentrer chez eux. Une décision motivée principalement par les nouvelles réformes politiques et économiques en cours dans leur pays. Un suivi de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est également présent au lieu de retour en Éthiopie afin de les accompagner dans leur réintégration. Il existe un droit fondamental pour tous les réfugiés de retourner chez eux. C'est le désir dont ils ont fait part. Ils rentrent chez eux et s'installent dans leur famille, dans leur village qu'ils ont dû fuir. Le HCR est vraiment très heureux aujourd'hui pour ces réfugiés. D'autres mouvements de retour volontaires depuis les camps de réfugiés de Kakuma sont prévus dans les mois à venir. Plus de 10 000 réfugiés éthiopiens dans les pays voisins ont exprimé leur désir de rentrer chez eux, y compris ceux qui sont accueillis à Djibouti, au Kenya, en Somalie ou encore au Soudan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.